Donc effectivement, je vais vous faire une petite introduction à tout ce qui est spectroscopie de diffusion neutronique. Alors je suis désolé, je ne viens pas de la communauté de la matière molle, et encore moins des sciences agroalimentaires, donc je ne vais pas beaucoup vous parler de matière molle, si ce n'est à la fin, dans les exemples où je vais vous parler un petit peu de l'eau dans la peau, donc c'est un peu agroalimentaire, mais uniquement pour les cannibales. Donc très bien, juste là dans ce cours, ce qu'on va faire, donc c'est une petite introduction et des généralités donc sur l'aspect dynamique, la diffusion quasi-élastique des neutrons, un petit peu de théorie, mais ça a déjà été vu par José, donc je passerai rapidement là-dessus. Je vais essayer de vous montrer en pratique comment on fait si on veut faire une expérience de diffusion quasi-élastique ou inélastique des neutrons, et ensuite sur deux exemples, donc comme l'a dit Camille, l'éclat hydrate et l'eau dans la peau. Et conclusion, c'est là. Généralité, donc très bien, admettons que vous ayez un échantillon, vous êtes arrivé sur un grand instrument, vous l'avez mis sur un spectromètre temps de vol, ici c'est un spectromètre temps de vol à Grenoble, et vous avez fait votre mesure et vous repartez avec ça. Alors vous êtes très content d'avoir enregistré des choses, mais quelle est l'info qu'on va en sortir? Donc on a des spectres, effectivement, en fonction du transfert de moment et en fonction du transfert d'énergie. Donc ces deux grandeurs, comme ça a déjà été rappelé, vous apportent deux informations. Tout d'abord, une information spatiale. Le transfert de moment, c'est l'inverse d'une distance, ça on l'a vu. Donc comme l'a dit José, si on intègre en énergie, même si cette intégration est tronquée, on va remonter à un facteur de structure. Donc dans un matériau cristallin, ça va être le diffractogramme. Donc on va avoir des pics de Bragg ici qui vont être associés à une diffusion cohérente. Et ici, on a en fait un fond de diffusion qui va être associé à une diffusion incohérente dans notre système. Et ce fond de diffusion incohérent, ce facteur de structure incohérent apporte une information, et c'est ce qu'on va essayer de voir pendant cet exposé. Pas uniquement ça, mais voilà. Donc si maintenant on regarde par exemple un système de matière molle, biologique, la lysozyme, c'est Jean-Marc Zonetti qui m'a donné ça au LLB, et qu'on le fait cristalliser dans un solvant dont j'ai complètement oublié le nom, mais peu importe, vous allez voir au grand transfert de moment le diffractogramme associé au solvant, et comme ce que vous avez vu avec Jacques juste avant, aux petits angles, vous allez avoir toute l'information concernant en gros la conformation de votre macromolécule au sein du système. Donc ça, c'est quand on regarde aux données en fonction du transfert de moment. Si maintenant on passe à l'énergie, donc on regarde les spectres, cette fois-ci non plus vont intégrer sur l'énergie, mais on regarde les spectres à un vecteur de transfert de moment donné en fonction de l'énergie. Vous allez obtenir quelque chose comme ça, enfin en théorie. Vous allez obtenir donc une diffusion élastique, ça c'est parfait, un élargissement quasi-élastique. Alors la région quasi-élastique en général on la définit entre plus et moins 3 milliélectronvolts, ce qui représente, si vous, je ne sais pas quelles sont vos unités, mais bon, voilà, plus ou moins 3 milliélectronvolts, une vingtaine de centimètres moins 1. Et on va avoir également tout ce qui est diffusion inélastique. Donc là on va pouvoir aller jusqu'à une centaine de milliélectronvolts, jusqu'à quelques milliers de centimètres moins 1. Dans la présentation, ici, je vais me focaliser principalement sur cette région quasi-élastique, donc sur toute l'information qu'on peut extraire de ça. Donc en gros, ces spectres en énergie vont nous donner une information temporelle, donc sur une échelle de temps donnée. Alors ça, ce sont des transparents, je ne sais plus, je crois que ça vient de l'ILL, ça, je pense. Donc ce sont les échelles de temps, en gros, auxquelles on peut accéder par diffusion neutronique, quel que soit le processus dynamique qu'on regarde. Donc ça va être des échelles de temps qui vont aller typiquement, en arrondissant, de la microseconde à la subpicoseconde. Microseconde, peut-être dans le futur, mais pour l'instant un peu dur. Donc pour la matière molle, c'est vrai qu'on se situe plutôt dans des échelles de temps de type moléculaire. Donc ici, vous avez le pendant en énergie de ces échelles de temps. Donc on va pouvoir regarder un ensemble de processus dynamiques. Il faut aller là-bas. Et donc des processus dynamiques qui vont de l'excitation moléculaire, tout ce qui est vibration intramoléculaire, jusqu'au phonon, ou alors à la dynamique brownienne, tout ce qui est diffusion, libration, ou par exemple la reptation de polymères. Donc voilà un petit peu, grosso modo en introduction, à quoi on va s'intéresser. On va regarder plutôt au processus dynamique moléculaire. Et ici, j'ai juste représenté ici l'espace accessible
par diffusion neutronique, l'espace accessible dans l'espace réciproque. Donc, et suivant les différentes techniques, ce sont des graphes qu'on voit relativement souvent. Et donc ici, vous avez en marron l'espace auquel on peut accéder par les différentes techniques de diffusion neutronique qui vont donc permettre de couvrir des énergies de l'ordre de l'électronvolt jusqu'au microélectronvolt, nanoélectronvolt même. Et des gammes spatiales qui vont aller de quelques dizaines d'angstrom-1 à alors les petits angles, je ne sais pas jusqu'où on peut descendre, au plus bas. De 10-3 angstrom-1. Maintenant, en termes de dynamique, voilà l'espace qu'on va pouvoir sonder. Si vous faites des analyses structurales, diffraction, diffusion de petits angles, vous allez vous balader le long de l'axe des transferts de moment. Vous faites une projection de tout ça sur cet axe. C'est ce que vous avez vu avec Jacques pour tout ce qui est diffusion aux petits angles, mais diffraction aussi, ou X, neutrons, peu importe. Si on se balade le long des axes des énergies, vous connaissez certainement les techniques telles que la diffusion Raman qui vont vous permettre d'accéder à ces domaines en énergie, tout ce qui est vibration intramoléculaire. L'ARMN, par exemple, si on prend de l'ARMN en gradient de champ, on va pouvoir sonder une toute petite partie en équivalent en termes de transfert de moment et sonder des temps beaucoup plus longs. C'est ce qu'on a vu un petit peu hier. Et ici, surtout, le gros avantage de la diffusion neutronique, là, c'est que la gamme qu'on va sonder est en gros la gamme à laquelle on peut accéder par simulation de dynamique moléculaire. Et ça, c'est un des gros avantages de cette technique, pas uniquement évidemment, mais c'est exactement la même gamme spatiale et temporelle qu'on va pouvoir accéder. Donc en gros, on a un moyen ici de valider quelque part des simulations de dynamique moléculaire relativement simplement, puisque ce sont les mêmes observables qu'on va aller regarder. On va essayer de voir ça un petit peu pendant l'exposé, sur quelques exemples. Donc, avant d'aller plus loin, on va faire un tout petit peu de théorie, mais tout petit peu. Parce que tout ça, vous l'avez déjà vu normalement, avec José. Donc, dans une expérience de diffusion neutronique, on va regarder au nombre de neutrons diffusés en fonction de l'angle de diffusion, donc du transfert de moment, et en fonction de son énergie. Et c'est cette double différentielle qu'on va mesurer. Comme l'a dit José, en fait, cette double différentielle, il y a, en considérant l'interaction du nombre plane avec les noyaux, on peut la représenter en deux termes. Une partie associée à une cohérence de spin et associée à une incohérence de spin. Et surtout, donc, ces deux lois de diffusion vont permettre de remonter à deux informations différentes. Une information collective parce que ici, vous voyez que dans la partie de la loi de diffusion cohérente, qui est pondérée par la section efficace cohérente, que vous avez vu également plusieurs fois dans les cours, on va faire intervenir dans cette fonction de corrélation la position de deux atomes différents à des temps différents. Alors si on regarde la moyenne, si on intègre en énergie, on va regarder à tout ce qui est pic de Bragg, la structure. Et si maintenant on regarde à la dépendance temporelle de la position relative de deux atomes au sein de l'échantillon, on va regarder par exemple dans un cristal à tout ce qui est phonon. Donc chose dont on ne va pas parler dans cet exposé. Et donc tout ça, ce sont les propriétés collectives, donc tout ce qui est associé à la diffusion cohérente. Ici, on va plutôt parler de la partie incohérente de la loi de diffusion. Et cette partie de la loi de diffusion ne fait intervenir que la position du même atome à des instants différents. Donc les autocorrélations. Et donc les autocorrélations, c'est tout ce qui est associé ici. Alors, au passage, ça c'est une simulation de dynamique moléculaire réelle. C'est un matériau cristallin, désordonné, un vrai. Si vous arrivez à reconnaître le cristal et à voir la maille là-dessus, chapeau. Mais c'est vraiment un cristal. Et extrêmement désordonné. Et donc cette loi de diffusion fait intervenir en fait la position du même atome à des instants différents. Donc ça va permettre de remonter à des processus individuels, tout processus individuel, donc dynamique d'une molécule au sein d'un système. Cette loi de diffusion ici, donc ça pareil, vous l'avez vu, c'est pondéré par les sections efficaces de diffusion cohérente et incohérente. Et ici, c'est à nouveau le même type de schéma. J'ai juste représenté la section efficace par des aires comme ça, et on voit très nettement que la section efficace pour un matériau hydrogéné qui va dominer très nettement, c'est ce qui est associé à l'hydrogène. Tout ça, vous l'avez parfaitement vu. Donc, si vous avez un matériau riche en hydrogène, très riche en hydrogène, ce qui peut souvent être le cas,
bah, vous avez un matériau adéquat pour aller faire de la diffusion quasi-élastique incohérente des neutrons. Alors cette loi de diffusion, ça pareil, c'est José qui en a parlé ce matin. C'est une double transformée de Fourier d'une grandeur qui est la fonction de corrélation de paire dépendante du temps. Donc là, en gros, la trajectoire d'un atome dans notre échantillon. Ça, c'est ce que vous avez vu. Donc en faisant une transformée de Fourier spatiale de cette trajectoire, on va pouvoir remonter à ce qu'on appelle la loi de diffusion intermédiaire, qui est une relaxation en fait des positions des atomes avec une information spatiale sur cette relaxation. Et si on fait maintenant la transformée de Fourier en énergie, on va pouvoir remonter au spectre, donc qui est en général ce qu'on mesure. Alors suivant le type d'instrumentation qu'on utilise, on peut remonter soit à ce spectre, soit en fait à ce spectre aussi. Enfin, il n'y a qu'une technique, moi que je connaisse, qui permet de remonter directement à cette loi de diffusion intermédiaire. Donc, on va maintenant se focaliser sur la loi de diffusion incohérente. Je vais passer très vite tout ça. C'est juste, ici, on a le R se rapporte à la position d'un noyau au sein de notre système. Et donc, on peut décomposer ce vecteur en trois termes, évidemment. Un terme associé, on va dire, à la position du centre de masse auquel appartient cet atome, donc tout ce qui va être associé à la translation de notre système. Un terme associé à l'orientation, quelque part, qui va nous permettre de remonter à l'orientation de la molécule dans notre système, donc tout ce qui va être associé à la rotation, et un terme associé à la vibration. Si on assume qu'il n'y a aucun couplage entre ces trois termes, on peut écrire que la loi de diffusion, bon, intermédiaire ici, donc dépendante du temps, mais ici en énergie, la loi de diffusion incohérente est le produit de convolution de trois lois de diffusion. Une loi de diffusion associée à la translation, tout ce qui est diffusion par exemple d'une molécule dans un système, par une loi de diffusion associée à tout ce qui est rotation dans notre système, et par une loi de diffusion associée aux vibrations dans notre système. Donc sur le spectre, on retrouve cette loi de diffusion inélastique et la loi de diffusion quasi-élastique associée plus spécifiquement à tout ce qui est translation et rotation. Il y a une partie vibrationnelle quand même dans ces spectres. Donc si on prend un tout petit oscillateur harmonique, très simple, et qu'on développe la loi de diffusion vibrationnelle, voilà ce qu'on va obtenir. En fait, ici, c'est un calcul qui a été fait sur ce type de système où on considère donc juste un petit oscillateur harmonique, et on voit que même pour un oscillateur harmonique, on va avoir une diffusion purement élastique. Et cette diffusion élastique va suivre une loi en exponentielle moins Q de U2, qui est ce qu'on appelle le facteur de Debye-Wheeler, donc qui va permettre de renseigner sur l'amplitude de vibration au sein de notre système, l'amplitude de vibration moyenne. Et on va avoir tout ce qui est diffusion Stokes, anti-Stokes, à une fréquence donnée qui va être la fréquence de vibration de notre oscillateur. Maintenant, si on regarde, alors dans l'exposé, je ne parlerai pas de tout ce qui est spectre de vibration, d'accord, je ne parlerai que de rotation-vibration, mouvement brownien. Alors juste pour préciser peut-être un petit peu les choses, le spectre de vibration ici par rapport à un spectre de diffusion Raman, ou je ne sais pas, alors si on prend un autre type d'interaction rayonnement-matière, l'absorption infrarouge, par exemple, ou peu importe, n'importe quelle technique qui permet de remonter à des vibrations, vous savez certainement qu'en Raman, on va être sensible à la variation de polarisabilité d'une molécule. Ici, tout ce qu'on sonde dans ce type d'échantillon, c'est la position des noyaux. Donc il n'y a en fait aucune règle de sélection. Donc là où, par exemple, en Raman ou en infrarouge, vous allez voir des modes de vibration complémentaires, ici, en diffusion neutronique, vous verrez tous les modes sur votre spectre, puisqu'on va sonder directement le déplacement. Il n'y a aucune règle de sélection. Alors ce qui peut être bien et pas bien. Voilà, mais on peut jouer sur le contraste isotopique. Enfin, voilà, si maintenant on regarde à la partie translationnelle et rotationnelle de notre spectre, il est possible de découper ce spectre, que ce soit en rotation ou translation, en une partie purement élastique et une partie inélastique ou quasi-élastique. Ça, c'est dans l'espace des énergies, et ici, c'est dans l'espace des temps. On fait juste une transformée de Fourier entre les deux. Et ça, c'est en gros ce qu'on obtient si on regarde le spectre en énergie, donc élastique, quasi-élastique, et ici, le spectre, la même chose, mais dans l'espace des temps. Donc on va avoir une fonction de relaxation, comme ça,
où on aura une partie associée à la diffusion inélastique qui va contenir à la fois tout ce qui est quasi-élastique et tout ce qui est inélastique, et une partie au temps infini qui est en fait ici le pic élastique sur ce spectre. Donc la partie élastique est en fait associée à la limite au temps infini de cette loi de diffusion intermédiaire. Et ça amène des informations relativement importantes sur notre système moléculaire, puisqu'il va permettre de remonter à ce qu'on appelle le facteur de structure élastique incohérent, qui va être en fait, donc la partie élastique, en fonction du transfert de moment, qui va être en fait associé à l'espace visité par une molécule, par un atome au sein de notre système. Donc c'est le facteur de forme, en gros, de la molécule qu'on va sonder. Et donc, dans un solide, alors là c'est purement académique, si on doit résumer la matière à deux états, solide et liquide, dans un solide, on s'attend en fait, cette ISF donc, va représenter la fonction de distribution des positions adoptées par l'atome. Comme ça va être, en quelque sorte, cette ISF va être proportionnelle à l'inverse du volume visité par cet atome. Donc dans un solide, ce volume va être fini, ce qui fait que cette ISF va être différent de 0. Ne sera pas égal à 0. Donc dans un solide, on a une diffusion élastique. Et cette diffusion élastique, donc c'est le facteur de forme, le volume visité par la molécule. Si maintenant je passe à un liquide, le volume visité par une molécule dans un liquide est a priori infini. Pour simplifier, si j'en prends l'inverse, à ce moment-là, le facteur de structure élastique incohérent, l'inverse de l'infini, ça va être 0. Donc on n'aura pas de diffusion purement élastique associée à la translation de la molécule au sein d'un liquide. Donc dans un liquide, on va avoir un spectre quasi-élastique qui va être donné par, en gros, deux élargissements quasi-élastiques, pour faire très simple. Un élargissement associé donc à la translation, quelque part, de la molécule au sein de notre système, et un élargissement associé à tout ce qui est rotation. Dans le solide, nous avions donc la partie élastique et la partie ici quasi-élastique qui donne des informations sur la rotation. On n'a pas de translation a priori dans un solide. Alors, quelle information on a au final? On a au final une partie élastique pour la rotation dont la dépendance en Q va donner en gros comment bouge la molécule au sein de notre système. Et l'élargissement quasi-élastique, ici, lui, va donner une information qui est en gros l'inverse du temps de relaxation rotationnelle, par exemple, de notre molécule au sein du système. Et dans un liquide, on va avoir une lorentzienne qui va nous donner une largeur associée en fait à la diffusion de notre molécule. Donc on va pouvoir remonter au coefficient de diffusion de cette molécule, et une largeur associée ici à la diffusion et à la rotation de notre molécule dans le liquide. Et donc on va pouvoir remonter également au temps caractéristique associé aux rotations. Très bien. Donc, en pratique, comment, je ne sais pas si c'était trop vite, pas assez vite, si ça allait. Bon, très bien. En pratique, comment on fait? Donc, vous devez préparer votre échantillon. Ça, il faut un échantillon. Mais il faut connaître la composition de cet échantillon. Ça, c'est quelque chose d'assez essentiel. Et deuxièmement, vous voulez regarder un phénomène de diffusion dans votre échantillon. Ce que vous voulez, c'est regarder au premier phénomène de diffusion, pas des phénomènes de diffusion multiples. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas dans votre échantillon. Vous voulez regarder, en gros, le neutron diffusé au premier ordre et pas le neutron qui va être diffusé par un système d'atomes, puis à nouveau par un autre, et avoir une diffusion multiple, vous allez complètement perdre l'information sur vos données. Donc pour ça, l'ingrédient important, c'est de calculer la transmission de votre échantillon. Vous avez placé votre échantillon, par exemple, dans une cellule cylindrique, plate, enfin, d'un volume donné, et calculer cette transmission, c'est une des premières choses à faire, si on ne veut pas dire trop de bêtises sur le quasi-élastique qu'on va mesurer. Donc cette transmission, en règle générale, il faut qu'elle soit bien supérieure à 98%. Donc pour calculer les transmissions, donc Jacques a parlé du site de UNIST, vous pouvez calculer, vous avez les sections efficaces de diffusion de tous les atomes, tous les isotopes sur ce site, et donc vous appliquez cette formule tout simplement en utilisant les sections efficaces de diffusion que vous pouvez trouver sur ce site. C'est relativement simple, en tenant compte de la
composition chimique de votre échantillon. Ensuite, vous avez un échantillon, donc vous allez vous demander sur quel spectromètre je dois aller pour faire la diffusion quasi-élastique. Donc quasi-élastique, ça veut dire remonter à une information dynamique, donc une échelle de temps. Et il existe en gros 3 grandes familles de spectromètres que vous pouvez utiliser. Encore une fois, c'est extrêmement simplifié, hein, mais enfin, je sais pas. Pour les spécialistes, ils seront peut-être choqués, mais non. Donc les 3 grandes familles, ce sont les échos de spin. Donc en gros, on va encoder la dynamique de notre système dans le spin du neutron, sans entrer dans les détails. Et ça va nous permettre de sonder en fait des temps longs. Alors ici, j'ai marqué la microseconde, c'est très 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 optimiste. On va plutôt parler de dizaines de nanosecondes, centaines de nanosecondes. Sur certains IN15, par exemple, l'ILL devrait permettre de remonter jusqu'à 800 nanosecondes, en théorie, en termes de temps de relaxation au sein du système, si tout va bien. Donc, et ici, je vous ai mis donc, les types d'instruments que vous pouvez utiliser pour faire ce type d'expérience, et le domaine angulaire ou le domaine en transfert de moment que vous pouvez atteindre. Le deuxième type d'appareil que vous allez pouvoir utiliser, c'est ce qu'on appelle les spectromètres à rétrodiffusion. Donc à ce moment-là, on va pouvoir atteindre des résolutions en énergie, je vais parler de ce que sont ces résolutions, de l'ordre du microélectronvolt, ce qui va permettre de sonder des temps de l'ordre de la nanoseconde, typiquement. Encore une fois, vous avez les domaines en transfert de moment que vous pouvez sonder. Et enfin, vous avez un dernier type de spectromètres qui sont très utilisés, sont d'une manière générale tout ce qui est temps de vol. Donc sur ces temps de vol, on va plutôt atteindre des résolutions de l'ordre de la centaine de microélectronvolts, ce qui va permettre de sonder des temps de l'ordre de la picoseconde, typiquement, sur, à nouveau, un domaine angulaire en transfert de moment indiqué ici. Suivant, il faut utiliser plusieurs instruments, hein, ou un instrument flexible pour pouvoir atteindre tous ces transferts de moment. Donc en gros, vous avez des spectromètres qui vous permettent d'aller, en arrondissant, de la microseconde au dixième de picoseconde. Donc pour savoir quel spectromètre utiliser, il faut avoir une petite idée du processus dynamique que vous voulez regarder dans votre échantillon. Sinon, vous pouvez rapidement vous tromper. Et évidemment, comme disait Camille, toujours contacter le responsable de manip et lui soumettre le proposal, ça évitera. Il peut quand même pas mal aider. Voilà. Donc la résolution en énergie. Qu'est-ce que cette résolution en énergie? Je ne sais pas si je dois en parler ou pas. Ce sont peut-être des choses totalement évidentes pour vous, ou je peux en parler. Donc je vais en parler alors. Donc la résolution en énergie, quand on enregistre un spectre, évidemment, le spectre expérimental, c'est la convolution de la loi de diffusion que j'ai tenté de vous décrire juste avant par une fonction de résolution en énergie qui est associée au spectromètre qu'on utilise. Alors l'avantage en neutrons, c'est qu'on peut la mesurer, cette fonction de résolution. En général, sur les spectromètres que j'ai cités, on la mesure en regardant un échantillon de vanadium, d'accord, qui va nous permettre de remonter exactement à cette fonction de résolution. Donc ainsi, on va pouvoir déconvoluer la fonction de résolution des données expérimentales et remonter à la loi de diffusion intrinsèque à l'échantillon. Toutefois, il y a un effet associé à cet échantillon. Donc là, je vais passer dans l'espace des temps en utilisant le formalisme de Van Hove, donc transformé de Fourier temporel. Donc je regarde plus ou moins la même chose, c'est que ici, donc j'ai ma loi de diffusion intermédiaire en temps, hein, d'accord, c'est à une seule, hop, là, à une seule valeur de Q donnée. Ma loi de diffusion intermédiaire, la verte, c'est ce qu'on mesure. D'accord? C'est cette partie-là. Maintenant, on est capable de mesurer donc la résolution. C'est la partie rouge ici. Et nous, ce qu'on veut, c'est remonter à la loi de diffusion intermédiaire associée à l'échantillon. Donc en gros, c'est diviser la verte par la rouge. Et vous voyez que si ici vous divisez le vert par le rouge, vous allez obtenir quelque chose qui vous divisez par 0. Donc des données qui sont non exploitables. Donc ça va définir une espèce de temps limite auquel vous pourrez regarder à vos données. Donc si, par exemple, pour une résolution en énergie, la résolution en énergie, ça va être en gros la largeur du pic élastique sur votre spectre. Ce qui va correspondre ici, dans les temps, au temps max que vous pouvez regarder, le temps d'observation. Si vous avez des temps d'observation, donc des temps associés à la résolution en énergie qui sont beaucoup plus longs que les temps caractéristiques
associé à la dynamique dans votre système. Quand vous allez diviser, vous allez remonter en gros à la courbe bleue jusque ces données-là. Donc vous aurez la relaxation complète de votre système. Par contre, si vous prenez ce cas de figure-là, une fonction de résolution qui vous permet de remonter à des temps beaucoup plus courts, vous allez couper votre loi de diffusion intermédiaire à ce niveau-là. Donc vous n'allez pas la laisser relaxer complètement. Donc je vous rappelle que le facteur de structure incohérent, c'est la limite au temps infini. Mais quand on va mesurer ça sur un spectromètre, c'est la limite au temps infini. Le temps infini, c'est le temps qu'on va pouvoir atteindre avec la résolution qu'on utilise. Donc il faut faire attention lorsqu'on fait ce genre de mesure à ce qu'on fait, parce qu'on peut très vite tronquer quelque part ces lois de diffusion intermédiaire. Ça peut être aussi un avantage si on veut masquer certains mouvements. Donc si par exemple là, vous avez un quasi-élastique qui est beaucoup plus étroit que la fonction de résolution, donc ce qui est représenté ici dans les temps et ici en énergie, bah vous masquez ce mouvement-là. Il rentre dans le pic élastique. Vous n'allez pas l'observer. Ici, par contre, vous allez bien l'observer. Et donc le temps de relaxation ici est directement associé à la largeur de ce quasi-élastique. Très bien. Donc un moyen pour savoir où elle a tapé dans l'échantillon en fonction de la température dans votre échantillon, c'est d'enregistrer ce qu'on appelle des fixed window scans, donc le canal élastique sur un spectromètre à rétrodiffusion. Et vous enregistrez cette intensité élastique en fonction de la température. Ici, c'est pour une solution acidique. Donc vous allez passer de valeurs très élevées à des valeurs très faibles ici. Et en gros, ce pic élastique, ça c'est en quelque sorte l'intensité du élastique. Quand ici on se rapproche de 0, ça signifiera que tous nos protons seront complètement désordonnés dans notre système, si on veut faire très simple. Et quand on se rapproche de 1 ici, tout sera plus ou moins ordonné. Donc dans une solution, là c'est un conducteur protonique, par exemple. Donc ici il y a la conductivité qui est reportée. Dans la phase liquide, vous avez le point de fusion ici, dans la phase liquide, on a une forte conductivité. Cette forte conductivité protonique est associée à, on va dire, un fort désordre protonique au sein de l'échantillon. Donc des modèles de type véhiculaire. En gros, vous avez dans votre solution des H3O+, des H2O. On va pouvoir observer des échanges de protons entre porteurs de charge et on va pouvoir observer également de la diffusion de ces porteurs de charge, ce qui fait que l'intensité de votre fixed window est proche de 0. Vous allez ensuite cristalliser, donc vous allez figer en gros tous vos porteurs de charge. Vous allez former un réseau fixe. Donc vous n'aurez plus de diffusion à longue distance de vos porteurs de charge. Tout ce qu'on va pouvoir observer ici, donc comme on va sonder principalement les protons dans notre système, c'est le transfert de protons entre ici un ion hydronium et l'eau. Donc on va ici observer une diminution en fonction de la température, de l'intensité élastique, et cette diminution va être associée à la dynamique de réorientation de notre système et de transfert de protons dans notre système. Puis ensuite, si on continue à descendre en température ici, on n'observera aucun, a priori, sur la résolution utilisée, aucun élargissement quasi-élastique. Ce seront uniquement les mouvements, c'est uniquement le Debye-Weller, tout ce qui est vibration dans notre système, qu'on va pouvoir observer. Donc là, par exemple, si vous voulez enregistrer des spectres quasi-élastiques, vous pouvez le faire dans la phase liquide, évidemment. Vous allez avoir un élargissement très large, très peu d'élastique, mais vous pouvez le faire ici également, dans la phase solide. D'accord ? Si vous tracez une courbe ici qui continue, l'intensité quasi-élastique, ça va être en gros la différence entre la courbe, là, l'extrapolation, et puis ce que vous avez mesuré. Donc, comment on fait maintenant pour analyser ces données? Admettons que donc, vous êtes passé, vous avez enregistré un spectre à 220 Kelvin, vous êtes content, vous avez votre spectre, et donc ce que vous voulez essayer d'extraire, c'est l'intensité élastique, l'intensité quasi-élastique. L'intensité élastique, vous allez pouvoir remonter au facteur de forme, donc savoir comment bouge votre molécule au sein du système, et la largeur remonter à tout ce qui est temps de relaxation. Donc vous allez pouvoir utiliser on va dire des lois de diffusion purement phénoménologiques, où vous allez ajuster sur ce type de loi de diffusion un facteur de structure qui dépend de Q, qui va être associé à l'EISF ici, puis une loi lorentzienne dont la largeur à mi-hauteur, la demi-largeur à mi-hauteur, va être directement reliée au temps de relaxation de votre système. Donc c'est un moyen, je dirais, phénoménologique très simple de regarder au quasi. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire après, une fois qu'on a extrait, par exemple, le ISF et cette largeur? Le ISF, là, je prends juste un
petit exemple, je ne sais pas si vous connaissez la réaction de Friedrich Wöhler. Non. La force vitale, non. C'est réaction de chimie. Ce monsieur, ça date allez, juste pour une petite histoire, ça date du 19e, début 19e. On croyait à l'époque que pour qu'il y ait une réaction chimique, il fallait qu'il y ait une force vitale. Donc qu'il y ait quelque chose qui provienne du vivant, organique en anglais. D'où chimie orga et chimie inorga. Et ce monsieur, Friedrich Wöhler, a fait une réaction chimique qui était assez importante puisqu'il a transformé du cyanate d'ammonium, qui n'est pas quelque chose qui provient du vivant, donc qui était à l'époque classé comme inorganique, et il a montré qu'en chauffant le cyanate d'ammonium, on pouvait transformer ça en urée, qui est un produit provenant du vivant. Donc ça n'a pas été très bien accepté parce qu'il transformait l'inorganique en organique, donc là ça remettait en cause tout ce qui était théorie de la force vitale. C'est très bien. Ce monsieur a fait aussi beaucoup de découvertes parce que c'était la première synthèse totale, on transforme entièrement tous les produits. C'était également la première réaction de chimie à l'état solide. Très bien. Alors la structure du cyanate d'ammonium a été résolue qu'en 1998. Il a fait quelque chose d'assez important, mais la structure n'est connue que depuis 1998. Et les mécanismes de cette réaction chimique sont toujours assez flous. Dans ces mécanismes, ici vous avez le cyanate d'ammonium, vous avez l'ammonium qui est contenu dans un cube avec des cyanates à chaque coin, et vous avez des liaisons hydrogènes qui se forment avec ici les azotes ou les oxygènes. Alors par diffraction, il a été montré que c'était plutôt avec les azotes, que ça, par diffraction justement sur les diffraction des neutrons, puisque si on fait diffraction des rayons X, on ne voit pas du tout où sont les protons. Et des expériences de quasi-élastiques ont été faites afin d'analyser, en gros, il y a 4 liaisons hydrogènes. En connaissant la dynamique de notre ammonium, ici, on peut remonter, en gros, au nombre de liaisons hydrogènes qu'il faut casser pour qu'on casse dans un processus dynamique, donc des énergies mises en jeu dans cette réaction chimique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en gros, ici, donc, vous avez les spectres quasi-élastiques enregistrés sur du cyanate d'ammonium. Alors, il faut faire très vite, parce que le cyanate d'ammonium, ça se transforme en 24 heures en urée si on est à 40 degrés. Mais là, vous avez des spectres quasi-élastiques à différents transferts de moments pour différentes résolutions en énergie. Et donc, vous fitez cette loi de diffusion phénoménologique avec une partie quasi-élastique, une partie élastique, vous extrayez le ISF. Alors là, justement, ce sont des EISF à différentes résolutions. Donc des résolutions en énergie, ici de 100 microeV, ici de 50 microeV et ici de 1 microeV. Donc vous voyez, ça rejoint tout à fait ce que je vous disais juste avant. C'est que vous allez tronquer cette loi de diffusion intermédiaire. Le ISF, c'est la limite au temps infini de ce truc-là, de cette loi de diffusion intermédiaire. Donc vous allez tronquer cette loi de diffusion intermédiaire. Donc suivant la résolution que vous utilisez, vous obtenez un EISF qui va descendre. 100 microeV, on va sonder des temps beaucoup plus courts qu'à 1 microeV. Donc ici, les points sont les EISF expérimentaux, et après, ce qu'on va faire pour savoir quelle est la dynamique du système, vous considérez la symétrie par exemple. Ici, c'est un ammonium, donc il y a des axes C3, des axes C2. Vous considérez par exemple la rotation autour de l'axe C3, donc vous avez un proton fixe et 3 protons qui va tourner, vous obtenez un modèle de ISF qu'on peut trouver à partir de la littérature, vous calculez le ISF théorique attendu, vous comparez les EISF pour vos différents modèles à vos données expérimentales et vous allez trouver quel modèle est le plus représentatif. Entre autres, ici, c'est un modèle de saut tétraédrique où tous les protons peuvent s'échanger. Très bien. Et ici, vous voyez un autre effet d'ailleurs, c'est tout ce qui est associé à la diffusion multiple. Vous voyez que le ISF, normalement ici, les specs sont normalisés. Donc le ISF devrait, à Q égale 0, devrait tendre vers 1. Mais vous voyez qu'il est légèrement en dessous. Et ça, c'est associé à la présence de diffusion multiple au sein de l'échantillon. Alors, on l'a corrigé ici dans le calcul des lois de diffusion, mais ça peut poser problème suivant le type d'échantillon qu'on garde, en matière molle en particulier. Très bien. Où est-ce que... Oui, donc ici, c'est un modèle... C'était juste, donc avant, c'était un exemple d'un solide cristallin. Et ici, c'est juste un petit exemple, c'est la diffusion de l'eau. Donc là, il faut que je fasse très attention à ce que je dis, parce qu'il y a quand même l'auteur du papier dans la salle.
Je serais chaud. Donc je serais un modèle qui est beaucoup discuté d'ailleurs. Toujours, oui. Et donc c'est juste pour donner encore une fois des grands principes, on va dire. Donc vous avez les spectres ici quasi-élastiques enregistrés sur l'eau par José. Non ? Et donc ici vous avez la résolution en énergie qui a été utilisée. Donc vous voyez effectivement que dans l'eau, donc l'eau liquide, on a un élargissement complet du spectre quasi-élastique. Et donc en ajustant juste une lorentzienne sur ce type de données, j'imagine que la fenêtre en énergie a été réduite, mais il y avait les rotations en plus, là je ne les montre pas, mais il y avait les spectres rotationnels en plus, mais je ne le montre pas, je parle juste de la partie translationnelle ici. Donc en traçant maintenant la largeur qu'on obtient, la largeur donc de cette lorentzienne translationnelle en fonction de Q2, le carré du transfert de moment, bah vous obtenez ces courbes ici à différentes températures. Et suivant le domaine en transfert de moment que vous regardez, bah vous allez pouvoir remonter soit une information, je dirais quasiment macroscopique, donc une loi fickienne de la largeur. Donc ici, au petit transfert de moment, vous attendez à ce que cette largeur varie de manière linéaire en fonction de Q2. Et la pente de cette courbe doit donner le coefficient de diffusion des molécules d'eau au sein de notre système. Je dis pas de bêtises, José ? Tout va bien ? OK. Donc c'est une approximation, et c'est un bon moyen d'ailleurs, en faisant la diffusion quasi-élastique au petit angle, de remonter au coefficient de diffusion d'espèces au sein d'un mélange liquide. Maintenant, quand on va regarder au plus grand transfert de moment, on va regarder plus les mécanismes microscopiques, et donc on va s'apercevoir en particulier que cette diffusion ne se fait pas de manière totalement fickienne, mais va suivre une diffusion par saut, avec un temps de résidence associé à ces diffusions par saut. Et les temps de résidence sont typiquement de l'ordre de la picoseconde à 298 Kelvin. Voilà, donc c'était deux petits exemples sur comment faire juste à partir des données. Un autre moyen maintenant, c'est d'utiliser les simulations de dynamique moléculaire, qui est de plus en plus le cas actuellement, et de calculer à partir des trajectoires de simulation de dynamique moléculaire des lois de diffusion, de les comparer, et à partir de ça, de valider en quelque sorte ces simulations de dynamique moléculaire et les utiliser pour développer un modèle. Donc c'est en gros le formalisme de Van Hove, mais vu dans l'autre sens. Donc vous avez une loi de diffusion expérimentale, vous avez une simulation dynamique moléculaire que vous avez obtenue, peu importe, en utilisant des techniques classiques ou des techniques ab initio. À partir de la trajectoire, donc la position en fonction du temps de chaque atome dans votre boîte de simulation, vous allez pouvoir calculer une loi de diffusion intermédiaire. Cette loi de diffusion intermédiaire, vous allez l'obtenir donc en fonction du transfert de moment et en fonction du temps. Vous faites une transformée de Fourier, vous allez obtenir la loi de diffusion dérivée des simulations de dynamique moléculaire en fonction du transfert de moment et de l'énergie. Et ensuite, vous convoluez par la fonction de résolution expérimentale et vous obtenez une loi de diffusion dérivée de vos simulations de dynamique moléculaire. Et ça, normalement, vous pouvez le comparer directement aux lois de diffusion expérimentale, si vous avez tout fait proprement, l'expérience et la simulation. Évidemment, il y a des limites. Dans les simulations, sont les tailles des boîtes de simulation, sont les temps de simulation, et ça sont des limites purement associées aux puissances de calcul. Mais actuellement, il y a quand même un très gros développement. Donc ici, j'ai juste pris un exemple, c'est sur le polyéthylène fondu. Donc vous avez ici, les points, ce sont des spectres expérimentaux, d'accord, enregistrés sur le polyéthylène fondu, un polymère de base. Et les courbes là, continues sont les lois de diffusion issues des simulations de dynamique moléculaire. Et on voit qu'on a un relativement bon accord. On est en échelle... Non, on n'est pas en échelle logarithmique. Non. Donc, on a un relativement bon accord entre les données expérimentales et les données simulées. Ce qui va permettre en fait d'utiliser après la trajectoire ou la loi de diffusion intermédiaire, par exemple, en faisant une transformée de Fourier, une transformée de Laplace inverse, peu importe, en utilisant ces lois de diffusion intermédiaire et en faisant un traitement mathématique, on va pouvoir remonter, à l'aide d'un programme qui s'appelle Contine, par exemple, on va pouvoir remonter
à la distribution des temps de relaxation qu'on rencontre dans le polyéthylène fondu. Dans les polymères, il y a souvent ces problèmes de temps de relaxation et de distribution de temps de relaxation. Et c'est ce que vous obtenez ici, par exemple, c'est la courbe continue ici, que vous obtenez, et ça, vous pouvez le faire à partir des données de simulation. À partir des données expérimentales, c'est un peu plus compliqué. Il y a quelques papiers quand même où les gens le font, mais il faut une gamme temporelle très très importante pour pouvoir remonter à ces distributions de temps. Et par rapport à des études, par exemple, ce qu'on va voir beaucoup dans les polymères, c'est l'utilisation, ou ce qu'on voyait beaucoup, c'était l'utilisation des exponentielles étendues. L'exponentielle étendue, donc c'est juste rajouter un petit coefficient, un petit exposant sur l'exponentielle. Cette exponentielle étendue, on peut l'interpréter également en termes de distribution des temps de relaxation. Donc vous pouvez calculer une loi de diffusion intermédiaire à partir d'une... Vous pouvez fitter ça sur les données, extraire une loi de diffusion intermédiaire et remonter à une fonction de distribution des temps à partir de ce type d'approche. Et donc c'est ce que vous obtenez ici, à comparer avec la ligne continue en gras. Et en fait ça, vous voyez qu'ici, on perd quand même une certaine information en passant par ces exponentielles étendues, puisqu'on ne trouve qu'un seul temps de relaxation moyen, avec une distribution asymétrique. Et en fait, si on fait l'approche réelle, enfin, plus juste, on va dire, par simulation de dynamique moléculaire, on voit qu'il y a une structure à cette distribution de temps. Et en fait, il y a deux temps de relaxation. Alors, je m'excuse, je ne me souviens plus. Un associé aux torsions des chaînes polymères et un associé au changement de conformation et un mouvement diffusif du polymère. Donc, ça, ce sont des approches qui se développent énormément pour étudier le quasi-élastique. C'est fini? Non? Combien de temps? 20 minutes? Ah, impeccable. 10 minutes? 10 minutes? Un quart d'heure. Un quart d'heure? 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes? À peu près? D'accord, donc on va parler un petit peu de clatrate. Alors je vais parler de clatrate parce que ce matin, au petit déjeuner, on a discuté de clatrate. Jacques a parlé à un moment de produits pétroliers. Là, on va parler d'autres produits pétroliers, les clatrates hydrates. Je suis désolé pour la faute. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces systèmes, ce sont en fait des glaces qu'on appelle aussi glaces inflammables. Donc c'est des molécules d'eau qui vont former des cages de taille nanométrique à l'intérieur desquelles on va pouvoir encapsuler des molécules. Ce sont des systèmes totalement cristallins. Ah oui, j'ai pas mis. D'accord. Donc, ces systèmes, en fait, présentent de multiples intérêts en termes d'énergie, d'environnement, de technologie. C'est très bien pour déposer des projets ANR. On peut même en trouver dans le domaine bio, parce que même j'ai trouvé un papier de 2005, je ne l'ai pas mis là, mais où on trouve des structures de type clatrate dans des systèmes biologiques. Donc, il faudra que je rajoute une case ici, bio. Mais non, très bien. Mais l'intérêt de ces systèmes en particulier, donc pour rebondir sur l'asphaltène, les pétroles lourds, là, et en gros les réserves d'énergie, ça existe à l'état naturel. Donc il existe des hydrates de méthane, mais en quantité énorme, dans les fonds océaniques et dans les sols gelés, les permafrosts, les pergisols. Et juste pour donner un chiffre, d'après l'Institut géologique américain, alors si on regarde une carte d'ailleurs, on dirait qu'il n'y en a qu'aux États-Unis, il y en a au Japon, en Europe on n'en a pas. On n'a pas d'hydrates de méthane dans les fonds océaniques en Europe. Pas tout en Afrique non plus, ils n'en ont pas, alors qu'il y en a partout concrètement. Mais c'est juste qu'il n'y a pas eu beaucoup de sondages ici. Donc en fait, les estimations, c'est que le méthane, donc le plus petit des hydrocarbures ici, à l'état naturel, sous forme de clatrate, ça représenterait 80% de l'énergie fossile totale disponible sur Terre. Ce sont les estimations de l'Institut géologique américain. Ce qui fait consommation énergétique constante, comme ce qu'on a actuellement, 350 à 3500 ans, enfin bref, suivant les barres d'erreur très grandes, mais entre 400 et 4000 ans d'énergie à base d'hydrocarbures. Donc on est loin de la fin du pétrole. Et tout ça uniquement si le baril de pétrole est au-dessus de $100. Voilà, très bien.
Bon, ça pose des problèmes environnementaux et des problèmes technologiques, par exemple dans les pipelines. Jacques parlait de l'eau qui est présent dans les pipelines. Effectivement, il y a énormément d'eau. Ces systèmes vont se former dans des conditions de pression et de température tout à fait particulières. Et dans les pipelines, justement, on va se retrouver avec des conditions de pression et de température tout à fait favorables à leur formation. Et ces clatrates vont pouvoir se former dans les pipelines et les bloquer. Donc l'industrie pétrolière est également très embêtée par ça. Et le problème, c'est que ça se forme, ça bloque, la pression monte en amont. Donc après, soit le pipeline pète, soit le bloc de glace se débloque et il part à la vitesse d'une balle dans un revolver. Sauf que ça fait la taille, ça fait 20 cm. Et donc au premier virage, il ne passe pas. Et donc il y a eu plein d'accidents avec ça. Donc il y a eu plein de pertes financières, surtout autour de ça. Donc il y a plein d'études afin d'étudier... Ah, le quart d'heure, je suis en train de le griller, là. Afin d'étudier tout ce qui est formation, décomposition, inhibition de ces systèmes. Vous voyez, vous imaginez l'intérêt. Très bien. Maintenant, d'un point de vue application, ils peuvent être utilisés également pour stocker des gaz dans des conditions relativement douces. Donc, telles que l'hydrogène, par exemple. On peut stocker de l'hydrogène dans ces caches d'eau. Alors, il y a des Russes. Là, j'ai mis un papier, c'est les Américains, mais en fait, il y a eu des Russes avant qu'on fait quelques trucs. Qui ont montré qu'on pouvait former des clatrates d'hydrogène pur, mais il faut utiliser des pressions de l'ordre de 2000 bars. Donc en termes d'application, zéro. Enfin 2000 bars d'hydrogène, voilà, si on veut mettre ça dans une voiture, c'est pas pour demain. Et en fait, un autre groupe d'Américains a montré qu'en co-incluant, en mettant par exemple du THF dans certaines cages et de l'hydrogène dans d'autres, on va pouvoir descendre dans des pressions de formation de l'ordre de 70 bars. Je vous rappelle qu'un réservoir d'hydrogène dans une voiture, c'est 300 à 400 bars, pressurisé. Ouais. Donc maintenant, des questions se posent sur les formations de ces systèmes. Donc là, c'est des mesures faites en ramant, par exemple. On va pouvoir suivre l'occupation des cages, donc combien il y a d'hydrogène dans une petite cage ici en ramant, et suivre un petit peu le mécanisme de formation. Donc on va avoir en fait un saut dans l'occupation des cages. Là, c'est l'occupation en fonction du temps qui est associée à une adsorption à la surface. Ensuite, un remplissage très lent. Ici, c'est 24 heures l'échelle de temps. Donc si faire le plein de la voiture, c'est 24 heures, ça ne marche pas non plus. Et donc ça, c'est associé à un mécanisme de diffusion. Donc il y a eu beaucoup de papiers autour de la diffusion de l'hydrogène entre les cages d'un clatrate. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire également par diffusion quasi-élastique des neutrons. On peut remonter aux propriétés de diffusion de cet hydrogène entre les cages. Et par exemple, une question qui se pose, c'est vous appliquez une pression sur votre système, vous insérez l'hydrogène, vous enlevez la pression, est-ce que l'hydrogène continue à diffuser? Parce qu'à ce moment-là, il peut partir. Donc, dans la littérature, vous allez trouver des coefficients de diffusion, si vous faites ça par différentes techniques, qui varient vraiment sur 3 ordres de grandeur, de 10-5 à 10-8 cm² par seconde. Si maintenant on fait des expériences de diffusion quasi-élastique des neutrons, on trouve un signal ici quasi-élastique qui est associé à l'hydrogène, on le déconvolue de la cage d'eau pour remonter en fait juste au facteur de structure, au facteur de forme de l'hydrogène dans les cages d'eau. Et on voit que ce facteur de forme, d'abord, il n'est pas égal à 0, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de diffusion intercage, il n'y a pas de diffusion à longue distance de l'hydrogène dans notre système. Et il est relativement grand, ce qui indique, en fait, ici, sont les modèles attendus, si on considère une cage, que l'hydrogène explore la surface de la cage, tout le volume de la cage, sont les EISF ici, ou s'il explore juste une zone confinée de la cage. Donc c'est ce qu'on obtient en gros en modélisant ces facteurs de structure élastiques. C'est juste un exemple d'application. Donc là, des questions se posent sur la nature des sites d'absorption de l'hydrogène à la surface des cages, par exemple. Donc on peut aller étudier le paysage énergétique d'une cage d'un clatrate à l'aide de la diffusion quasi-élastique des neutrons et de la diffusion neutronique et de la simulation de dynamique moléculaire. Et là, par exemple, alors ça n'est pas lié à l'hydrogène, enfin pas comme ça directement en tout cas, c'est les spectres de diffusion quasi-élastique obtenus sur un clatrate donc dans lequel on a deutéré la cage pour ne pas avoir le signal de la cage et dans lequel juste la molécule insérée, ici le iodométhane, est hydrogénée. Ce qui fait que l'élargissement quasi-élastique ici est lié
au iodométhane dans la cage. Et donc là, vous avez 2 températures. Les points sont les données expérimentales et les lignes continues. On a fait des simulations de ces systèmes sur des très gros systèmes, enfin peu importe, des simulations de dynamique moléculaire, et on obtient les lois de diffusion en continu. Donc on voit qu'on reproduit exactement ce qu'on a expérimentalement. Et c'est la vraie vérité vraie. Il y a pas de... On était très contents. C'est surprenant hein, d'avoir ça. Bon, enfin bref, si un jour vous êtes confronté à ça, je dirais qu'on a eu beaucoup de chance, où ça s'est bien passé, mais qu'on puisse reproduire sur tout le domaine en transfert de moment et sur tout le domaine en température, c'est relativement rare. Très bien, donc à partir de ça, on valide les simulations de dynamique moléculaire et on peut remonter par exemple aux distributions d'orientation du iodométhane à l'intérieur de la cage à partir des trajectoires de simulation de dynamique moléculaire. Si on fait ça sur l'ensemble de la boîte, on obtient ce type de cartographie. Donc, et en gros, là, vous pouvez représenter ça comme la cage représentée en 2 dimensions. Et ça, c'est en quelque sorte le potentiel que va visiter une molécule de iodométhane au sein d'une cage. Donc, ça devrait avoir une symétrie TD, suivant, enfin, peu importe. Et on s'aperçoit que ça n'adopte pas cette symétrie. Et même si on pousse un peu plus l'analyse, on s'aperçoit que chaque iodométhane va pointer dans un site préférentiel au sein de la cage, et ce site va être différent d'une cage à une autre. Toutefois, on n'observe qu'un seul temps de relaxation, donc on a des différences d'environnement en termes de cage, de liaison hydrogène entre molécules d'eau au sein des cages, qui vont donner différentes orientations au iodométhane, mais on a un seul temps de relaxation, ce qui n'est pas habituel. Bon, je vais passer ça, tac, et je vais aller à l'eau dans la peau. Je vais satisfaire quelques cannibales. Non. Donc ça, ce sont la peau, vous connaissez tous, on en a tous, normalement. Et ça joue le rôle de barrière, ça retient l'eau qu'on a dans notre corps. Ça, c'est joué, en fait, ce rôle est joué par ce qu'on appelle le stratum corneum. Je ne suis pas du tout expert, hein, je précise. Hein, et ce stratum corneum, c'est Théodore Stériotis et Georgia Charalan, des Grecs. Des collègues grecs qui ont amené le sujet. Et donc, ce stratum corneum, la couche externe qui fait juste quelques micromètres, joue le rôle de barrière. Et ce stratum corneum est formé de kératine. Et entre cette kératine, on va trouver une phase lipidique dans laquelle on a de l'eau. Et la question, alors ça a des intérêts multiples et variés, pharmaceutiques, médicaux ou ce qu'on veut, c'est de regarder essayer de quantifier les coefficients de diffusion de l'eau perpendiculairement à la surface de la peau, ou parallèlement à la surface de la peau. D'accord ? Donc ça, on peut le faire en fait par diffusion quasi-élastique des neutrons. Donc on a préparé un échantillon avec de la peau, la vraie peau. C'est des échantillons humains, ce sont eux qui sont embêtés pour l'avoir, mais ça a l'air compliqué. Et donc, les échantillons étaient alignés au sein d'une cellule, tous avec dans une orientation donnée. Et si vous regardez la loi de diffusion, elle fait appel à un produit scalaire, QR, où R, en fait, R0 et R de t, c'est le déplacement, par exemple, d'une molécule d'eau. Donc, si vous regardez dans 2 géométries de mesure, vous orientez votre échantillon. Vous avez le faisceau incident, le faisceau diffusé, vous regardez à 90 degrés. Ici, le vecteur Q, ici, va être perpendiculaire à la surface de la membrane. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir, à ce moment-là, sonder tout ce qui est diffusion perpendiculairement à la membrane. Et si maintenant, je change l'orientation de ma cellule par rapport au faisceau incident, je vais pouvoir sonder tout ce qui est diffusion le long de la membrane. Donc ça, ce sont des expériences qui ont été faites à Berlin. Ça, c'est la loi de diffusion issue de ces systèmes biologiques. Pour la matière molle, c'est tout aussi compliqué, mais c'est pas très compliqué en fait. C'est juste que vous avez une contribution associée au fait que vous avez un échantillon réel, donc associé au stratum corneum, à toute la phase lipidique, enfin qui n'est pas associée à l'eau, on va dire. Donc ça, on le fait en faisant une mesure d'une peau déshydratée. Et ensuite, vous avez 3 contributions associées à l'eau, plus un spectre inélastique. Et ces 3 contributions à l'eau, c'est là où il est important d'avoir un autre type de données. On peut les déterminer à partir des courbes
les isothermes de sorption de l'eau dans le stratum corneum. Et on va s'apercevoir qu'il y a 3 régimes. Un régime représentant 6% en poids des molécules d'eau, associé en fait à de l'eau, enfin qui a été interprétée comme étant de l'eau fermement liée aux têtes des chaînes lipidiques. Une deuxième fraction de l'eau qui est liée, mais beaucoup moins liée, qui est l'espèce de couche juste derrière cette eau très liée. Et enfin, une eau quasiment libre, bulk, qu'on retrouve dans tout système biologique. Donc ce sont ces 3 contributions. Et ici, ce sont les lois de diffusion de ces 3 contributions. Donc ici, on a tout ce qui est l'eau parfaitement liée. Donc l'eau parfaitement liée ne diffuse pas à longue distance. Donc c'est uniquement une loi de diffusion rotationnelle, on va dire, associée à l'eau. D'accord ? Là, c'est un modèle de diffusion sur une sphère. On considère que les protons des molécules d'eau diffusent sur une sphère. Là, c'est l'eau faiblement liée, on va dire, qui met en jeu à la fois translation, alors perpendiculaire ou parallèle, avec de la rotation. Et enfin, vous avez tout ce qui est associé à la contribution de l'eau bulk, qui est, elle, représentée à l'aide des modèles de José Teixeira. Donc, au final, ce qu'on obtient, c'est un spectre quasi-élastique de ce type-là. Ici, donc, c'est le spectre qu'on... Alors, attendez. Il y en a un qui doit être parallèle et l'autre perpendiculaire, alpha 45. 45, donc ça c'est perpendiculaire et là c'est parallèle. Et donc vous avez les contributions du stratum corneum lui-même, déshydraté, on va dire. Vous avez les contributions associées à l'eau liée, à l'eau faiblement liée et à l'eau libre. C'est la contribution très large ici. Et alors ce type de modèle quasi-élastique, on ne peut l'appliquer que si on a un tas de données complémentaires. On ne peut pas le faire comme ça. Donc il y avait les fractions des différents types d'eau. Et on a également fait des mesures de RMN du proton en gradient de champ. Donc, pareil, un système orienté qui permet de remonter au coefficient de diffusion perpendiculaire et au coefficient de diffusion parallèle, d'accord, perpendiculaire et parallèle à la membrane. Et les coefficients de diffusion qu'on trouve par RMN en gradient de champ ont été utilisés pour reproduire les données ici qu'on a en diffusion quasi-élastique. Et donc le modèle complet reproduit parfaitement les données expérimentales, ce qui permet en gros de valider toutes les hypothèses faites, à savoir l'existence de ces 3 types d'eau, d'une diffusion perpendiculaire et parallèle qui ne se passe pas sur les mêmes échelles de temps. Heureusement pour nous, la diffusion en gros à la surface de la peau est beaucoup plus rapide que la diffusion à travers la peau. Ça nous permet de rester entier plus longtemps. Par contre, ça pose un problème pour tout ce qui est produit crème hydratante, parce que c'est une réelle barrière pour insérer un produit dans la peau. Donc ce type d'étude fournit en gros des études de base qui permettent de valider ou pas, enfin qui peuvent être utilisées dans le domaine pharmaceutique. Voilà, donc j'ai épuisé mon petit quart d'heure. Ouais. Donc j'arrête. Donc juste, j'espère vous avoir montré un tout petit peu quand même que la spectroscopie de diffusion neutronique, c'était technique tout à fait appropriée pour l'étude des mouvements diffusifs. Du fait des échelles spatiales, on va plutôt sonder des mouvements, on va dire, à l'échelle moléculaire. On va pouvoir sonder quand même dans des systèmes de type matière molle tout ce qui est diffusion. Je n'en ai pas parlé ici, je suis désolé. Je le ferai peut-être à une autre occasion, je ne sais pas. Et donc, on va pouvoir faire ça sur une grande échelle de temps, si on combine les instruments. Et enfin, on peut sélectivement masquer, en fait, en jouant sur les sections efficaces, masquer certaines parties de l'échantillon. Je ne sais pas si vous voulez regarder la diffusion d'une macromolécule au sein... Non, ça, ce n'est pas un bon exemple. Regardez certaines parties au sein d'une macromolécule et que vous avez un bon chimiste qui peut déterrer uniquement certaines parties, vous pouvez sortir que le processus dynamique qui va vous intéresser au sein de cette macromolécule en déterrant tout le reste. Très bien. D'autre part, en pratique, le point critique assez important, c'est la sélection d'instruments. Donc en gros, avant de faire une manip de diffusion quasi-élastique, il faut avoir une petite idée des échelles de temps qu'on va rencontrer. Donc pour savoir quel instrument il faut utiliser, et donc contacter le responsable d'instrument, indispensable. On a de la chance parce qu'on a les meilleurs instruments juste à côté. Donc il y en a en construction au LLB, mais il y en a à l'ILL. Enfin, on a vraiment des très très beaux instruments pour faire ça en France.
Il n'y a pas qu'en France, évidemment, mais bon, le top du top se situe en France quand même. La référence, entre guillemets. Très bien. Et un des points forts, c'est qu'on va pouvoir, en fait, c'est un moyen simple pour comparer tout ce qui est données expérimentales à des simulations de dynamique moléculaire. Et ça, c'est vraiment un point qui est en plein développement. Enfin, c'est pas tout récent, ça doit faire une dizaine d'années, mais c'est vraiment en développement. Et surtout avec l'explosion des moyens de calcul, où on peut commencer vraiment à traiter de très gros systèmes. Très gros systèmes sur des temps relativement longs qui permettent en fait de faire vraiment ce type d'approche. Donc comparer ces simulations. Et toujours un peu de lecture. Vive la neutronique, tout est bon dans le neutron, surtout la SFN. Et donc le neutronscience.org, où vous allez trouver un volume d'ailleurs qui s'appelle Neutrons et diffusion quasi-élastique, entièrement dédié à cette problématique que j'ai essayé de passer en 1 heure. Et je vous remercie pour votre attention. Donc on s'est pas mal baladé dans l'espace réciproque. On va en revenir à l'espace direct, ce qui ira beaucoup mieux, quoi. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux d'ici quelques temps. Voilà, merci pour votre attention. Question ? Oui, moi j'avais une question alors sur la peau, je suis désolée. Par rapport aux coefficients de diffusion qui sont donnés, on voit donc 3 poules d'eau. Et ici, on regarde la dynamique à l'échelle de la picoseconde. Qu'est-ce qu'il en est des temps d'échange, justement, entre ces différentes populations? J'aime pas bien les mots termes liés, libres et tout, sachant que, justement... il y a des échanges entre ces espèces. Ouais. Voilà. Ouais. Mais ces échanges, donc des échanges au niveau moléculaire ou carrément des échanges, je sais pas. Des échanges d'hydrogène. D'hydrogène, oui. Oui. Donc a priori sur des échelles de temps beaucoup plus rapides. Là, on est de l'heure de la picoseconde. Oui, mais ça va donner des élargissements là beaucoup plus larges que ça. Peut-être que ces échanges, on pourra les voir. Enfin, je dirais que pour aller voir tout ce qui est, en gros, couplage entre ces différents termes. C'est la séparation. Oui, la séparation est totalement arbitraire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut rajouter des termes ici associés aux échanges entre les différentes espèces dans la loi de diffusion. Mais ces termes vont être très... Déjà, on a des signaux très faibles. Hein. D'accord. Et donc, certainement que ces échanges existent, mais pour les voir, ça va être assez difficile. Quoi. Voilà, ce sont des signaux très larges et très peu intenses, pour faire très court. Ou peut-être que l'interprétation est complètement fausse. Il y a les mêmes genres. Enfin, moi, j'avais travaillé sur des ciments aussi, où c'est exactement le même type de problématique dans l'eau. Où il y a aussi ce type de définition avec de l'eau très liée, l'eau moins liée, l'eau libre. Mais c'est un modèle proposé. Maintenant, voilà. Non ? C'est-à-dire que la séparation en 2 ou 3 comme tu fais est très bien, c'est correct. Et je crois que c'est même très correct du point de vue de la description en moyenne dans l'ensemble. Après, ce que tu dis, c'est qu'il y a une même molécule et elle passe d'un ensemble à un autre. Mais ce passage, il ne va pas intervenir là-dedans parce qu'il ne s'agit pas d'endroits différents. En fait, c'est des molécules, tout est mobile. Et donc, du point de vue de la manip, il n'y a pas de discrimination entre les hydrogènes. Pour voir ce type de choses, les techniques, c'est des techniques de marquage en mettant de l'H2O et des 2O, en contrôlant par exemple la fraction de HTO. Mais il n'y a pas vraiment un mouvement associé à l'échange en tant que tel, parce que c'est trop local, c'est quelque chose qui se passe à un niveau très local. Par exemple, un mélange H2O des 2O, il y a des échanges en permanence. Et cette dynamique, la dynamique du H2O, du D2O et du HDO sont rigoureusement identiques. Il n'y a pas de terme d'échange spécifique. Mais c'est la cinétique à laquelle se fait ces échanges. Si l'échange passe d'une population bulk à une moins... La cinétique, c'est la cinétique, c'est au cas où on serait en dehors de l'équilibre. À ce moment-là, il y a des populations qui vont changer. C'est-à-dire, on peut
penser qu'il y a une hydratation qui se fait graduellement en fonction du temps. Donc ça, c'est une cinétique. Mais là, par hypothèse, c'est des états stationnaires. On est à l'équilibre. C'est un équilibre, mais avec des mouvements. Enfin, c'est des mouvements stationnaires. On est dans une situation stationnaire. Donc, il y a des mouvements, mais c'est à l'équilibre. Et à ce moment-là, on n'appelle pas ça cinétique. Oui. Mais il peut quand même exister des échanges de protons entre les différentes espèces. Oui, mais ils ne vont pas avoir une signature là-dessus. Ou alors, il y a des termes de couplage. Ça, c'est voilà, autre chose. c'est ce que je veux dire. Il peut exister des termes de couplage, quoi, mais qui vont être beaucoup plus... Autant de couplage que de voilà, type. Là, on a des sommes de Lorentzienne. Enfin, on peut en rajouter autant qu'on veut de Lorentzienne, mais ils vont être très larges. Les couplages les plus sérieux, c'est entre les rotations et les translations. Oui. C'est ça qui est le couplage délicat. Oui. Pas entre populations. Oui. Et est-ce qu'on peut voir une liaison avec les molécules du NMF, Pardon ? Parce qu'il y a toutes ces molécules en fait, qui sont à l'intérieur des cellules, qui vont capter l'eau, en particulier nucléaires, et qui sont très bien décrites dans la peau pour relier en fait, les relations. Donc toutes les molécules du NMF vont être là et vont jouer complètement. Ils vont avoir, ça ne sera pas de l'eau liée au stratum corneum, mais ça sera de l'eau liée à ces molécules qui sont présentes soit à l'intérieur des cornéocytes, soit dans les desmosomes entre les cornéocytes. Donc vous parlez d'eau présente. Alors, je suis vraiment désolé, je ne suis pas spécialiste, moi j'interviens là juste oui, pour non, le mais quasi. parce qu'en fait... Et en plus, c'était il y a 10 ans, tout ça. Ouais. Mais, en fait, quand les cellules sont liées... Donc, vous parlez de l'eau qu'on peut trouver ici dans... Oui, il va y en avoir à l'intérieur des kératinocytes, donc dans les fibrilles de kératine, qui seront retenues en fait, par les acides aminés, l'urée, et par tous ces constituants en fait, qui maintiennent le taux au niveau cutané. Et après, je voulais savoir si vous aviez que la couche du stratum corneum ou vous aviez aussi pas d'épiderme vivant. Oui, il n'y a que le stratum corneum. Pas du tout d'épiderme vivant, que des cellules mortes. Ok. Voilà. Et l'autre, pour répondre à votre question, en fait, il y a eu un échantillon d'enregistré un taux d'humidité nul. Et c'est cette contribution ici dont on tient compte. Alors, je ne sais pas, lorsqu'on va pomper, c'est là où j'ai pas la compétence, je ne sais pas si quand on va pomper un stratum corneum, est-ce qu'on enlève l'eau qu'il peut y avoir dans les cornéocytes, dans les... Peut-être parce que ce sont des petites molécules, donc peut-être que ça peut suivre avec. En fait, peut-être qu'il peut y avoir une diffusion associée, j'en sais rien. Incapable de vous dire. Mais il y avait un petit signal quasi-élastique associé au stratum corneum, même à taux d'hydratation nul. Alors même si un taux d'hydratation nul, ça n'existe pas fondamentalement. C'est très peu quand même. Hein. C'est 15% d'humidité dans l'eau, c'est pas dans la peau. Dans le stratum corneum, c'est 15%. Enfin, c'est le taux moyen. Si on dessèche le stratum corneum ? Non, en taux moyen. En fait, ce qui est hydraté au niveau de la peau, c'est l'épiderme vivant, c'est les cellules vivantes, c'est les couches vivantes. Et donc, dans la couche de stratum corneum, il n'y a que 15% à peu près d'eau décrite. Par contre, il y a une diffusion, comme vous l'avez dit, ça c'est sûr. Voilà. Une perte insensible en eau qui est très bien décrite. En termes de diffusion neutronique, ce qui a été fait, c'est d'utiliser un échantillon desséché, de prendre le spectre quasi-élastique de cet échantillon desséché et ensuite de prendre un échantillon hydraté. D'accord, à 100%. Ouais. Et donc, vous ne teniez pas compte non plus du film de surface, le film hydrolipidique en surface. Le film hydrolipidique de surface... Non, il était peut-être éliminé en fait, par le séchage que vous avez fait, c'est sûr. Oui, ou il contribue peut-être au bulk, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont les échelles spatiales associées à votre couche là, d'eau, mais... C'est très faible, je pense, mais je ne sais pas exactement. Très faible, très faible. Non, c'est moins d'1 millimètre. C'est moins d'un ? Je ne sais pas, c'est de l'ordre de micromètre, je pense, c'est très faible. Micromètre, ça fait très gros, oui. à l'échelle du neutron. Oui. Donc, c'est contenu, à mon avis, dans tout ce qui est le bulk ici.